Nickel. Bon, mais merci beaucoup à tous d'être là avec nous aujourd'hui et désolé pour ceux qui nous regardent en VOD parce qu'ils n'ont pas réussi à se connecter grâce à cause du petit contretemps qu'on a pu avoir sur le partage de la session. Donc aujourd'hui, je vais vous parler un petit peu donc des maîtrises de l'énergie dans la brasserie, mais en fait c'est un sujet qui est quand même très très large. Donc on va essayer d'aborder plusieurs points différents, non pas, enfin, pas uniquement sur la maîtrise des énergies, mais aussi voilà sur tout ce qui va pouvoir toucher comment dire, aux économies réalisables en brasserie et à l'impact environnemental qui est lié quoi. Hop. Est-ce que ça fonctionne? Oui, impeccable. Impeccable, impeccable. Du coup, on va voir dans un premier temps un petit peu l'importance écologique enfin, du développement durable aujourd'hui dans les brasseries, que ce soit via le contexte économique dans lequel on évolue, on évolue aujourd'hui, et voilà, un petit peu voir comment est-ce qu'on peut être plus efficace de manière générale. Quels paramètres est-ce qu'il faut surveiller et surtout à quoi est-ce qu'on peut les comparer. Ensuite, on va continuer un petit peu avec quelques petits outils, quelques petits conseils pour améliorer les procédés et être plus sustainable dans votre brasserie, que ce soit sur le bloc chaud ou sur le bloc froid. Et à la fin, évidemment, on va évoquer plus précisément l'impact de la levure, du choix de la sélection de souche et de la conduite de fermentation sur en fait l'efficacité de la brasserie et certaines économies que vous allez pouvoir réaliser. Donc dans un premier temps, bah voilà, je voulais un petit peu évoquer avec vous qu'est-ce que c'est que le développement durable dans la brasserie et pourquoi est-ce qu'on en parle autant aujourd'hui. Bah, vous avez tous, j'imagine, bien vu un peu que le marché était compliqué et que surtout post-Covid, on a eu quelques petits contretemps en tant que brasseur. Donc je parle principalement des hausses des coûts d'électricité, pour des raisons diverses et variées, mais c'est vrai que ça a eu un impact sur beaucoup de brasseurs. J'en connais certains, peut-être qui sont encore dans le chat, qui ont dû adapter leurs horaires de travail pour brasser sur des horaires où l'énergie coûtait un peu moins cher en fonction des contrats qu'on a passés. D'autres qui ont peut-être eu des problèmes à se faire financer leur croissance, leur développement, ou même juste pallier en fait aux difficultés financières d'une brasserie. Donc voilà, ça a pu être des choses qu'on a vues nous en discutant avec les brasseurs. Ben, des banquiers qui étaient peut-être un petit peu plus frileux que d'habitude pour financer les brasseries et du matériel qui se revend moins facilement quand on cherche à grandir ou, euh, ou des choses comme ça. Évidemment, bah, qui dit crise économique dit aussi un marché un petit peu déstructuré avec une chaîne de distribution qui ont pu souffrir du Covid, avec des restaurants, des bars ou même de la GMS qui avaient un petit peu de mal à mettre en avant les produits très craft. Et qui bah, aujourd'hui, on le voit, empathie un petit peu de cette situation. Et donc le brasseur, évidemment, derrière, ben, lui aussi tributaire de son réseau de distribution. Donc voilà, c'est une petite chaîne qui on espère pas s'écroule, mais voilà, qui peut bouger un petit peu. Euh, et le tout, donc voilà, ce qu'on va essayer de voir ensemble, c'est ben, comment est-ce qu'on peut développer et continuer à faire tourner une brasserie intelligemment, sans jamais baisser la qualité. Évidemment, un des enjeux majeurs, ça va être de rester compétitif dans ce marché-là qui est en train de se restructurer. Donc, ça veut dire que toutes les économies qu'on va pouvoir faire à n'importe de la brasserie bah, va nous permettre de pouvoir rester compétitif, d'avoir toujours des marges correctes pour vivre et payer ses employés sans pour autant baisser en qualité. Va falloir aussi ben, se démarquer pour réussir à vendre et à bien mettre en avant ses produits. Tout ça va permettre aussi, bah, comme je disais tout à l'heure, de payer les employés, mais voilà aussi d'amortir un équipement qui a peut-être été acheté au début du Covid et qui du coup a peut-être un petit peu de mal à se faire financer. Un des points que je vais essayer d'aborder aussi avec vous pendant toute ce webinaire, ça va être à diminuer les pertes de non-qualité, qui sont aujourd'hui
un des trous majeurs dans les trésoreries des brasseries, c'est des bières qui sortent. Donc, ils ont été brassées, fermentées, conditionnées et peut-être même des fois livrées et qui vont être une perte sèche pour la brasserie. Et on va essayer de voir un petit peu ensemble ce qu'on peut faire pour éviter tout ça. Alors je sais pas si certains d'entre vous ont reçu, déjà sûrement oui, mais peut-être pas encore eu le temps de lire, mais ce matin on vous a envoyé la newsletter de l'allemand, donc c'est un petit format qu'on envoie assez régulièrement, donc tous les 3 mois exactement, où on fait voilà un petit état des choses qui peuvent nous paraître importantes aujourd'hui dans le monde brassicole. Et dans l'édition que vous venez juste de recevoir, il y a une interview de Chris Lewington, qui est le fondateur de Brew Resourceful, qui est voilà une petite entreprise américaine qui permet d'un petit peu réussir à se positionner et mieux comprendre et mieux suivre euh, les, euh, les différents postes de dépenses d'une brasserie et savoir où est-ce qu'on se situe. Et on va voir ensemble un petit peu l'interview qu'il a réalisé avec nous. Et la première question qu'on lui a posée, c'était pour toi, qu'est-ce que c'est qu'une brasserie qui est efficace? Alors c'est peut-être une question qu'on se pose pas assez souvent aujourd'hui, mais pour lui, et je suis entièrement d'accord, du même avec lui, aujourd'hui une brasserie efficace, c'est une brasserie qui consomme moins. On dit souvent pour les déchets, par exemple, que le déchet qui pollue le moins, c'est celui qu'on produit pas. Ben, en brasserie, c'est pareil, ce qui consomme le moins, c'est ce qu'on n'achète pas. Une brasserie efficace, pour moi, ça va être une brasserie qui limite ses achats de matières premières, qui limite ses pertes, parce que tout ce qu'on n'utilise pas, c'est un impact environnemental en moins. Euh, voilà. Et évidemment, un point qu'on aborde aussi dans la newsletter, c'est que toutes ces petites économies qu'on va réussir à faire à gauche, à droite pour rendre sa brasserie efficace. Je dis petites économies, mais vous verrez que c'est pas si petit que ça, hein. Ça permet aussi de réinvestir pardon, cet argent-là sur des postes de dépenses qui sont vraiment liés à de la qualité et principalement de la matière première de bonne qualité qui va vous permettre derrière, comme on l'a abordé, de se démarquer, de réussir à rester, euh, à rester fort sur le marché, à continuer à bien pouvoir vivre. On dit une brasserie qui consomme moins. Et on sait bien que ça peut être un peu compliqué pour un brasseur de savoir, bah voilà, on a la tête dans le guidon toute la journée, on brasse, on conditionne, on vend, on livre, et on prend peut-être pas forcément le temps de se poser calmement pour regarder un petit peu comment être efficace, quoi. Donc pour Chris, suis encore une fois d'accord avec lui. Ce qui est important, ça va être surtout de commencer par collecter des données mesurables. Ça veut dire aller dans votre brasserie, aller au compteur électrique et faire des relevés d'eau, des relevés d'électricité, bien suivre ses factures de gaz, donc que ce soit gaz en tant que combustible, mais aussi d'oxygène. Et donc vous verrez qu'une fois que vous allez suivre ces quatre paramètres, euh, vous allez pouvoir un peu vous auto-évaluer par rapport par rapport à ce qui peut être fait dans le milieu. Et pour réussir à s'auto-évaluer, ce qui est intéressant, c'est de comparer en fait ces dépenses-là, donc votre consommation dans ces énergies-là, avec le volume que vous réussissez à produire dans un mois, donc en termes de volume conditionné. Et une fois qu'on a réussi à avoir toutes ces données-là, on va essayer de se comparer un petit peu. Alors bon, on est, on est sur un webinar, le format de chat et interaction va peut-être un petit peu limité, mais je trouve ça intéressant, voilà, pour vous, est-ce que vous savez comment est-ce que vous vous retrouvez dans ces valeurs-là? Par exemple, est-ce que vous connaissez tous votre pourcentage d'extraction global que vous avez sur de votre empâtage à votre filtration, quoi. Vous gardez vos valeurs en tête si jamais vous les retrouvez dans vos petits papiers. Mais voilà, faut savoir qu'en tout cas, aux États-Unis, la moyenne des brasseries qui travaillent avec Chris ont 78,9, donc autour de 88%, pardon, de pourcentage d'extraction. Donc c'est des valeurs qui sont vraiment très bonnes. Et si vous arrivez à être dans ces pourcentages-là, bravo. C'est un petit peu la cible, quoi. En termes de consommation d'eau,
Comme ça, pareil, on en a pas forcément. On va peut-être en parler un peu plus tard, mais l'eau que vous consommez dans la brasserie, c'est un poste de dépense qui est non négligeable et qui a un impact environnemental, surtout pour ceux, j'imagine, qui travaillent dans des zones un peu plus rurales. L'accès à l'eau est pas forcément toujours évident. Donc en général, il faut savoir que ces brasseries dont on parle consomment en moyenne 8,6 litres d'eau par litre de bière conditionnée. Donc voilà, en général, bah, chez les brasseries industrielles, on va peut-être tourner autour de 4-6. Certaines brasseries, c'est plus autour de 12. Donc voilà, ça fait un petit peu de marge d'amélioration. Par tête, voilà, ça c'est pour moi le paramètre qu'on mesure le moins aujourd'hui en brasserie. C'est vraiment la consommation électrique pour une brasserie. Là où j'imagine pas mal d'entre vous utilisent des brasseries, donc soit chauffe direct avec des résistances dans les cuves d'empattage, dans les cuves d'eau chaude, ou alors ont des chaudières vapeur qui sont nourries à l'électricité. Voilà, c'est vraiment un paramètre qui est hyper important à mesurer. Et une fois que vous aurez ça, vous pourrez peut-être un petit peu mieux aussi contractualiser, gérer vos contrats avec votre fournisseur d'électricité. Même chose pour le gaz, pour ceux qui chauffent au gaz, donc soit chaudière vapeur au gaz, soit en brûleur. Les consommations, on est autour de 50, 58, 59 kWh de gaz par hectolitre de bière produit. Et pour ce qui est du CO2, on est à 5 kg de CO2 par hectolitre de bière. Donc là, on parle vraiment que du CO2 qui est acheté par la brasserie et pas forcément du CO2 qui va être produit pendant la fermentation. Ceux qui sont en ISO, j'imagine que vous comprenez bien les économies qu'on peut faire en gardant le CO2 produit pendant la fermentation. Et enfin, l'utilisation des houblons. Alors ça, je vais vous laisser le calculer parce qu'on n'a pas de données sur ce paramètre-là exactement, mais je trouve ça intéressant, pareil, de savoir en moyenne, sur un style de bière donné, bah, combien est-ce que vous rajoutez de houblon au global et le comparer à un impact aromatique que ça peut avoir. Est-ce que vous êtes plutôt à faire du 8 grammes par litre dans vos IPA avec une aromatique assez légère ou est-ce qu'on tourne autour des 30 grammes par litre comme certaines brasseries américaines? Après, à vous de juger l'efficacité et l'utilité de telle quantité. Est-ce qu'il y a des questions dans le chat? On regarde ça vite fait. Tac, tac, tac. Alright. Bon, pour l'instant non, mais voilà, faut pas hésiter et je continue mon petit chemin pendant ce temps-là. Donc ensuite, moi je voulais vous parler un petit peu donc du bloc chaud, de toutes les donc de tout le process, tout le, tout le process qu'on peut travailler, comment retravailler son process en fait de brassage, donc jusqu'on va dire au début de la fermentation. Comment est-ce qu'on va réussir à gérer tout ça pour être le plus sustainable, même si c'est un terme qu'on n'aime pas forcément. Donc ça va être principalement optimiser les quantités de matières premières, donc réussir à réussir à trouver, comment dire, à dégoter quelques outils qui vont permettre de consommer peut-être moins de malt, peut-être moins d'eau, d'avoir des meilleures extractions et pouvoir avec tout ça acheter des matières premières de meilleure qualité, on l'avait déjà dit. Ensuite, ça passait par améliorer la rotation de cuverie, donc avec des filtrations peut-être plus rapides qui permettent de faire des doubles brassins, peut-être avec, peut-être avec comment dire, donc des brassins qui durent moins longtemps, des fermentations qui sont plus rapides, euh, voilà, ou ce genre de choses. Et enfin, donc c'est une partie que j'ai appelée pousser les murs et limiter les pertes. C'est vraiment remplir les fermenteurs au maximum de enfin les cuves au maximum de leur capacité. On connaît très bien. J'étais brasseur avant, donc je sais bien ce que c'est. On aime bien remplir un fermenteur de 20 hectos entre 22 et 24. On aime bien toujours pousser un petit peu les limites des machines qu'on achète jusqu'à ce que ça fonctionne plus. Donc voilà, donc on va commencer par comment optimiser les matières premières et limiter voilà, la consommation à outrance de matière. Alors, dans un premier temps, on va vraiment travailler sur le taux d'extraction de sucre. Donc bah, ça vous est peut-être déjà arrivé que d'un brassin à l'autre, d'un lot de malt à l'autre, il puisse y avoir un petit peu de différence d'un fournisseur à l'autre. Des différences dans vos taux d'extraction.
Et, donc voilà, donc on sait bien que c'est toujours intéressant de mettre un petit peu moins de sac. Principalement, en fait, ce qui va faire cette différence-là, ça va être l'efficacité de la transformation de l'amidon que vous allez avoir en sucre. Alors, votre maltier vous en parlera beaucoup mieux que moi, surtout s'il est bon. Mais voilà, donc il y a certains, donc dans votre malt, vous allez avoir des enzymes, des amylases, qui vont aller dégrader les dextrines. Et si jamais ces taux-là sont trop faibles, on va avoir des extractions qui sont un peu plus mauvaises. Et c'est là où arrive l'intérêt de rajouter peut-être des enzymes, comment dire, vraiment dédiées à ça, comme la glucoamylase 400 par exemple, qui va vous permettre voilà, de vous assurer une transformation de votre amidon assez optimale. Une fois que vous avez réussi à bien régler votre rouleau pour le concassage et à vous assurer que le mélange de céréales se fait bien, c'est intéressant à aborder. Et l'autre facteur qui va jouer sur l'extraction des sucres, ça va être la filtration. Ça vous est peut-être déjà arrivé d'avoir des filtrations qui galèrent parce que il y a peut-être trop de céréales, parce que le lot que vous avez utilisé a un peu trop de bêta-glucane. Et tout ça, ça donne des filtrations qui se passent moins bien. Et là, moi, ce que je conseille en général aux brasseurs, c'est d'utiliser de la glucanase parce que dans 70% des cas, le problème vient d'un taux de bêta-glucane qui est trop élevé. Donc ça va permettre voilà, de dégrader cette molécule, je ne vais pas rentrer dans le détail, dégrader cette molécule-là et améliorer la filtration. Ça évite d'abord à surrincer les drèches, à avoir plein de sucre qui part dans les drèches et à avoir une bière finale qui est très diluée. Donc une fois qu'on a optimisé son malt, on va essayer de regarder un petit peu au niveau des houblons ce qu'on peut faire et comment est-ce qu'on peut éviter de perdre de l'acide alpha. C'est un truc qu'on sait pas forcément, mais en fait, quand vous faites votre ébullition, que vous rajoutez vos houblons à ce moment-là, on va avoir des acides alpha qui vont avoir tendance à rester dans la mousse qui va se former au-dessus de la cuve ébullition. Et bah, vous l'avez déjà remarqué, hein, quand on fait des grosses ébullitions, quand on ouvre, ça mousse. Quand on chauffe trop fort, ça mousse un peu trop, ça déborde. Et on perd dans cette mousse en fait pas mal d'acide alpha. Et du coup, on va avoir au final une bière qui a moins d'acide alpha. Et quand on pense avoir un certain IBU cible et qu'on l'atteint pas, bah, ça peut entraîner soit des brasseurs qui vont devoir rajouter plus de houblon pour corriger ça, ou alors des clients qui peuvent être déçus par la qualité fluctuante des brassins. Donc moi dans ce cas-là, je proposerais plutôt d'utiliser foam sol. Donc ça va être un anti-mousse qui va éviter voilà, d'avoir cette mousse qui se crée, qui déborde et qui fait gâcher du bon houblon. Et l'autre côté, donc là on a parlé de l'amertume des houblons, et si on s'attarde un petit peu sur le côté biotransformation, alors là, je vais parler principalement aux brasseurs connectés qui sont plutôt belges et suisses, francophones. Euh, mais bah, donc, il existe un produit qui s'appelle l'aromazime, que vous avez peut-être connu, là, qui va revenir sur le marché en France, on espère rapidement, euh, qui va, comment dire, qui va permettre en fait d'intensifier les arômes houblonnés que vous allez avoir dans vos bières. Donc c'est des molécules, donc la bêta-glucosidase, qu'on retrouve naturellement dans certaines de nos levures. Mais on peut voilà, accélérer ce processus en rajoutant directement les enzymes dans le fermenteur. Et alors pour faire simple, il y a des molécules aromatiques qui vont être liées avec un sucre. Et cette enzyme elle va permettre de libérer le sucre pour nourrir la levure et de libérer la molécule qui du coup maintenant devient aromatique. Évidemment, si vous avez des questions, faut pas hésiter. Ah pardon, excusez-moi, j'avais pas vu qu'il y avait une question sur les chiffres présentés. Ah pardon, c'était sur la partie d'avant. Non, là pour l'instant, c'est des chiffres qui ont été partagés donc par Brew Resourceful. Donc c'était les résultats d'avril 2024. Pour la France, je connais personne aujourd'hui. Peut-être que si vous connaissez quelqu'un, je serais ravi de le rencontrer. Qui, qui a fait un peu une compilation de tout ça. Ça pourrait être super intéressant si vous avez des assos locales, par exemple de brasseurs comme Brio autour de Toulouse ou SNBI, s'il y a des gens du SNBI qui nous écoutent. Ça pourrait être super intéressant d'avoir ça. L'aromazime est plus sur le marché. On a dû le retirer pour des raisons législatives et on est en train de revoir du coup une autorisation d'application dans la bière parce que c'est une molécule qui était autorisée sur le marché mais pas pour l'application bière. Donc, euh, donc voilà, normalement les douanes sont au courant et il y a pas de souci. Ça a été retiré du marché dans l'attente d'une approbation. Les outils du bloc chaud. Donc on va continuer maintenant avec donc je vous parlais
donc de l'optimisation des matières premières. Maintenant, on va parler un petit peu de la cuverie, de la rotation de cuverie. Toujours dans l'utilisation du foam sol, si on arrive à avoir des fermentations qui moussent moins, ben on va pouvoir réussir un peu à pousser les murs, à augmenter des volumes de production. Par exemple, vous avez déjà dû le remarquer, hein, quand vous fermentez, souvent on a besoin d'un espace de tête qui est assez important pour que toute la mousse, tout le krausen qui va se former pendant la fermentation puisse rester dans le fermenteur et pas commencer à sortir par la boule de lavage. C'est un peu, ça vous était peut-être déjà arrivé, c'est pas forcément très pratique ensuite pour nettoyer. Donc voilà, donc en général, si on conseille un certain volume utile du fermenteur, c'est pour éviter ce genre de problème. Mais avec des produits comme Foamsol, vous allez pouvoir charger un peu plus les fermenteurs et avoir des meilleurs rendements, on va dire, par batch produit. Une des autres pertes qu'on va pouvoir éviter dans le bloc chaud, ça va être les pertes de mou. Donc, un truc qui se fait souvent dans les brasseries quand on reçoit une nouvelle brasserie, ça va être de calculer le volume mort en fait qu'il y a dans tous les différents tuyaux, entre la cuve début et la cuve filtre, entre la cuve filtre et la cuve d'empattage, etc., etc., pour savoir un petit peu où est-ce qu'on va perdre du mou et comment éviter toutes ces pertes-là. Et souvent, vous allez remarquer qu'en fait, la principale partie du mou que vous allez perdre, ça va être au niveau du whirlpool, enfin dans la cuve whirlpool au moment où vous allez faire votre whirlpool. Si vous n'avez pas un floc qui est bien compact, qui est bien centré au fond de la cuve, c'est là où vous allez commencer à perdre pas mal de choses. Donc en général, donc il y a pas mal de solutions qui existent, hein, que ce soit de l'isinglass, donc de la colle de poisson, des pectines, voilà. Moi, je conseille principalement d'utiliser Compact CG, qui est pour moi voilà le plus efficace pour bien floculer et éviter les pertes à cet endroit-là. Euh, et une des techniques bon, que vous devez sûrement tous déjà faire, mais bon, c'est toujours intéressant de le rappeler, c'est de bien faire des pouces à l'eau dans chacun des tuyaux pour réussir à tirer un maximum de volume. Donc, que ce soit dans les tuyaux jusqu'au fermenteur, mais aussi dans l'échangeur à plaques qui peut parfois avoir des volumes non négligeables par rapport à la taille du brassin, surtout si vous brassez dans des petits volumes. Et le dernier point dans les rotations de cuverie, ce que je vous ai évoqué tout à l'heure, c'était vraiment les temps de rotation. Donc si vous avez des filtrations plus rapides, vous allez réussir à filtrer plus de mou et à peut-être enchaîner un deuxième brassin dans la journée et être un peu plus efficace dans ce sens-là. Et dans vos fermenteurs, si vous avez des fermentations qui sont efficaces, pareil, vous allez pouvoir enchaîner un peu plus. Si vous avez des fermentations qui durent 5 jours au lieu de 7, des gardes à froid qui durent 14 jours au lieu de 28, voilà. Évidemment, ça fait des rotations qui sont un peu plus efficaces. Et donc, si vous utilisez des levures sèches, ça peut toujours être pratique d'utiliser Savomyces pour rajouter du zinc rajouter du zinc dans le mou et catalyser un petit peu plus rapidement le métabolisme de la levure. Et si vous êtes sur des levures liquides ou du réensemencement de levures sèches, dans la réutilisation de levures sèches, Yeast Life, pareil, ça va vraiment vous donner un boost sur les temps de fermentation. Évidemment, vous pouvez toujours venir me voir pour parler de ça plus dans les détails si vous avez des questions là-dessus. Comment savoir s'il y a une carence dans le mou? Ça fait des fermentations qui sont beaucoup plus lentes, qui vont avoir du mal à démarrer, qui vont avoir du mal à se terminer proprement aussi. Et ça peut aussi accroître certains faux goûts comme le H2S, ça peut être un truc majeur. C'est le côté un peu œuf pourri, soufre. Ça vient de ça et ça me fait une très très bonne transition qu'on aborde ce sujet parce que je voulais introduire la sélection de souches et pour faire un lien avec le temps de rotation en cuverie, pour parler vite fait des lagers, donc des différentes solutions qui existent pour brasser des lagers. Donc vous allez avoir la solution traditionnelle avec Diamond qui est une Saccharomyces pastorianus de groupe 2, donc vraiment la souche traditionnelle de lager, que je vais mettre en comparaison avec Nova Lager qui a quelques avantages qui, vous allez voir, sont assez intéressants. Faut savoir qu'il y a des brasseurs qui font aussi des lagers avec des Saccharomyces cerevisiae, donc des levures de ale. Moi, on appelle ça plutôt des pseudo-lagers parce que c'est pas vraiment une souche de levure lager. Mais ça va, vous allez vite comprendre. Donc ça, c'est un exemple de fermentation
donc à 12 degrés entre Diamond, Nottingham et Nova Lager. Et, et voilà, donc on voit bien qu'il y a des fermentations qui se font plus vite que d'autres. Et voilà, donc quand vous arrivez à mettre en garde à froid au bout de 8 jours une bière, ou que vous devez attendre 14 ou 16 jours, ben, vous voyez vite qu'on peut gagner du temps. Mais pour moi, la principale différence qui va avoir lieu, ça va être sur la production de deux faux goûts qui se font généralement dans les lagers, qui sont le diacétyl et le H2S. Donc là, on a fait des petites mesures de diacétyl, de production de diacétyl pendant la fermentation entre les trois différentes souches. On voit qu'avec la souche traditionnelle, il y a toujours un très gros pic autour des 2000 ppb qui arrive, mais c'est pas un problème dans ce style de bière parce que voilà, c'est une molécule qui va être reconsommée par la levure pendant la fin de fermentation. Une fois qu'elle aura fini de manger la majorité des sucres, elle va aller reconsommer d'autres molécules comme le diacétyl, elle va les réincorporer pour continuer sa croissance. Et donc on voit qu'avec Nova Lager, qui a été sélectionné vraiment pour ça, il y a une production de diacétyl qui est vraiment significativement plus faible, qu'on n'est même pas autour, un peu moins de 1000 ppb au maximum. Et le deuxième faux goût dont je vous parlais, c'était le H2S, donc ce côté un peu œuf pourri qui peut arriver quand il y a des mauvaises fermentations, mais, euh, mais qui arrive aussi généralement dans la bière. Donc c'est une molécule qui est, alors c'est pas un défaut qui est extrêmement grave parce on peut s'en débarrasser en flushant au CO2. Donc vous envoyez du CO2 par dessous, par le bas du fermenteur et vous laissez partir ça. Vu que c'est une molécule qui est très volatile, vous allez réussir à vous en débarrasser. Mais encore une fois, plutôt que s'en débarrasser, le mieux c'est de pas en produire. Et on voit bien là que quand on utilise Nova Lager, qui du coup ne va pas être capable, elle, de produire d'H2S, elle n'a pas les voies métaboliques qui vont aller dégrader les acides aminés riches en soufre, qui vont permettre du coup d'avoir des bières qui sont dans tous les cas très clean. Et ça, c'est un avantage majeur parce que ça veut dire aussi des gardes à froid qui vont être beaucoup plus courtes. Donc si on arrive à faire des fermentations qui sont plus rapides et des gardes à froid qui sont plus rapides, bah, au lieu de sortir une lager en 8 semaines, ça permet à certains brasseurs ou à des brewpubs d'avoir une gamme de lager qui sort en 3-4 semaines, quoi, selon le matériel. Et voilà, donc je disais que c'était une très bonne transition, parce que ça va nous permettre de parler, hop, bon, ça c'est de la pub, de parler d'une petite étude qu'on a fait avec Cruz Campo, qui est une brasserie qui appartient au groupe Heineken en Espagne, avec qui on a travaillé sur justement l'impact de la sélection de souches sur l'énergie qui va être utilisée pendant la fermentation et le refroidissement. Donc c'est une étude qui a été menée par Irène Pasquale, qui est la head breweuse de Cruz Campo, pardon. Donc qui a suivi tout ça et qui nous a présenté les résultats de son étude à l'EBC à Lille cette année. C'était extrêmement intéressant. Donc, ce qu'elle a voulu faire, elle, dans son étude, c'était vraiment de comparer deux types de fermentation. Donc, elle s'est d'abord intéressée au lager en comparant la consommation d'énergie entre la Daimon et la Nova Lager. Donc, pour rappel, du coup, Daimon, c'est la levure traditionnelle Saccharomyces de type 2 qui fermente à basse température, qu'elle a comparé donc à la Nova Lager, donc notre souche hybride, donc qui a un génome qui s'apparente de façon un peu plus proche à Saccharomyces cerevisiae, contrairement contrairement aux souches de type 2 qui ont vraiment un génome un peu moins similaire avec Saccharomyces cerevisiae, et qui va donc être capable de fermenter à des plus hautes températures sans produire de côté un peu trop fruité. Voilà, donc on dit qu'on peut monter, on conseille au brasseur de ne pas monter après au-dessus de 20 degrés pour pas avoir de l'aromatique qui s'apparente trop ale et qui pourrait un peu gêner la dégustation d'un fan de lager. Et d'un autre côté, le deuxième test qu'elle a fait dans cette étude-là, c'était de comparer donc l'Albroux Voss, donc notre Gveik, avec Nottingham, qui est vraiment notre levure de lager historique et voilà, qui marche à coup sûr quand on veut faire une ale. Donc que ce soit de la Pale Ale à la Russian Imperial Stout, c'est la levure un peu contrôle quoi, qu'on va utiliser dans tous les cas. La différence principale entre ces levures, ça va être la température de fermentation. Sur des souches traditionnelles, comme avec Nottingham,
on va tourner autour on va tourner autour des 18-20 degrés. Euh, Nottingham, elle est marquée un petit peu plus bas parce qu'elle fonctionne très bien, elle fonctionne très bien à 10-12 degrés. Je sais pas si vous avez déjà fait des pseudo-lagers, on en parlait tout à l'heure, mais ça donne des résultats qui sont vraiment très similaires et très proches d'une lager traditionnelle. Et donc c'est comparé avec la Voss qui, elle, fermente beaucoup plus haut. Moi, on la conseille généralement entre 35 et 40 degrés en température de fermentation, mais vous pouvez très bien la fermenter à 25, ça fonctionne, mais ça perd un petit peu son utilité, comment dire, sa valeur ajoutée en termes d'aromatique comme en termes de vitesse de fermentation. Ce que vous allez voir, c'est assez bluffant. Donc pour faire ses essais, une fois qu'elle avait sélectionné ses souches, elle a brassé donc deux batchs de 5 hectos différents, avec la même recette, 125 grammes de Pilsner et 280 grammes de Magnum. Donc les deux batchs étaient les mêmes. Alors elle n'a pas fait de correction sur son mou, parce elle voulait pas apporter de sucre trop simple ou trop complexe, et qu'il y ait vraiment une différence significative entre les deux. Donc on va avoir un premier mou qui va être à 12,3 degrés plateau, quand le deuxième sera à 12,9, donc légèrement plus haut. Donc elle a séparé ces batchs en deux, ça nous fait 4 fermentations à suivre, dont voici les résultats. Donc voilà, donc on a des taux d'atténuation qui sont vraiment très cohérents, qui sont dans la range qu'on propose avec nos souches. Donc c'est aux alentours. Alors j'ai pas fait les maths pour savoir exactement quel était le taux d'atténuation, mais voilà. En tout cas, on atteint les densités finales très similaires entre les deux. Donc 2,9, 2,8 et 2,6 pour les deux lagers. Elle a aussi suivi le pH, donc on voit bien que les pH finaux, que ce soit pour la ale comme pour la lager, sont, sont vraiment similaires. 4.2, 4.3, on est vraiment dans une range très classique. Et surtout, ce qui est assez chouette, c'est qu'on arrive à avoir un degré d'alcool final qui est exactement le même pour tout le monde. Donc ça nous évite d'avoir quelques biais dans l'analyse après sensorielle qu'on va faire. Donc, et pendant ces brassins, elle a donc bien sûr mesuré la température, mais elle va surtout déduire de ces cinétiques de température, elle va en déduire une consommation énergétique. Parce que la levure, vous voyez les pics, la levure, elle a une réaction métabolique qui est exothermique, donc elle va produire de la chaleur, qui va être à chaque fois donc contrebalancée par l'utilisation du groupe froid. Donc, sur nos lagers, on va avoir deux températures de fermentation différentes. Nova Lager qui a été pitchée, elle, à 20 degrés, donc la température maximum qu'on recommande pour cette souche, quand Daimon, elle fonctionne mieux autour des 12 degrés. Donc on voit bien la différence. Euh, En général, quand les réactions exothermiques s'arrêtent, c'est que la fermentation arrive à terme ou pas loin du terme. Donc là, on voit que bah, voilà, la température est descendue, elle a été maintenue autour des 18 degrés, sans trop de problèmes pendant 5-6 jours pour les deux. Là où bah, voilà, il y a eu un peu plus de temps de fermentation pour Daimon. Et ensuite, on voit que la température monte légèrement. Ça, c'est ce qu'on appelle le diacétylrest. Que ce soit pour les ale ou pour les lagers, ça se fait pas mal. Ça permet en montant la température, ça permet à la levure de bien reconsommer le diacétyl et surtout de le faire un peu plus vite euh, pour s'assurer qu'il y en ait le moins possible après dans la bière finale. Après, il y a des puristes qui sont pas contre un petit peu de diacétyl dans les bières, dans les pils tchèques par exemple. Mais là, vraiment, pour cet essai-là, on a essayé vraiment de chercher le minimum de diacétyl en résiduel. Et à la fin, pour l'une comme pour l'autre, on fait un cold crash en descendant à 0,5, 2 degrés, 1,5, 2 degrés. J'ai plus exactement la valeur en tête, mais on est à peu près là-dedans. Et donc elle a fait la même chose pour les deux levures de ale. Et on voit que Voss a été envoyé, euh, pardon, a été envoyé à 35-36 degrés, quand la Nottingham, elle, a commencé sa fermentation la consigne a été mise, pardon, à 20 degrés. Donc on voit que là, hop, ça se stabilise à 20 degrés. Donc bah, c'est assez parlant, hein. Comment dire, le groupe froid pour la Voss n'a quasiment pas été utilisé une fois que une fois que la température
pardon, excusez-moi, euh, voilà, n'a quasiment pas été utilisé pendant la fermentation. Il y a pas du tout tous ces petits pics. Il y a eu voilà, donc un peu de refroidissement. Et ensuite, la fermentation à partir de là était terminée. Donc allez, en 24 heures, la fermentation était finie et la température a commencé à descendre jusqu'à la garde à froid. Hop, à ce moment-là. Pour le Nottingham, c'est un petit peu similaire. On voit qu'il y a vraiment là une forte activité de la levure jusqu'au 5 et qu'ensuite ça va être tranquillement gardé à température pendant le temps de la fin de fermentation. Et ensuite, à la fin, pour l'une comme pour l'autre, on fait un cold crash pour descendre pour, euh, pour bien refroidir la levure et aider à la sédimentation. Donc, tous ces changements de température, et ben, ils sont faits via un groupe froid, comme j'ai tout le monde. Ce groupe froid, il consomme de l'électricité, consomme de l'énergie, et cette énergie coûte de l'argent. Donc, quand on fait un peu une compilation de toute l'énergie qui a été dépensée pour ces brassins, on voit que pour Vos, bah, c'est vraiment la souche qui va avoir coûté le moins cher en consommation de refroidissement. C'est-à-dire qu'on a consommé, donc toutes les valeurs ici sont données en kilowattheure, hein. Donc pour ce brassin-là, on va avoir consommé 16,4 kWh juste pour refroidir le mou à température de fermentation. Puis ensuite, euh, on va regarder un peu la consommation agricole pendant la fermentation. Donc là, zéro. On n'a pas du tout refroidi parce qu'à 40 degrés, ça a été extrêmement rapide et ça s'est arrêté. Et la consommation agricole pendant le cold crash. Et là, on voit que, ben, évidemment, forcément, quand on est à 40 degrés et qu'on doit passer de 40 degrés à 2 degrés pour le cold crash, ben, c'est là où on va vraiment le plus consommer. Donc pour la Vos, on a une consommation totale de 24,3. On comparera tout ça un peu plus tard. Si on la compare déjà avec la Nottingham, ben, la Nottingham, elle a dû refroidir un peu plus froid, donc consommer un peu plus pour son refroidissement pour arriver jusqu'à la fermentation. Pendant la fermentation, en fait, on a calculé le temps d'activité du groupe froid, donc le temps où les vannes étaient ouvertes. C'est quelque chose qui était assez simple pour eux à mesurer à la brasserie. Donc chaque fois que la vanne s'ouvrait, le minuteur s'enclenchait et ensuite quand il se refermait, on pouvait en déduire le temps de refroidissement et du coup la consommation directe par le groupe froid durant cette période-là. Donc on voit que le glycol, pardon, on voit que ça a consommé 2,8 kWh 2,8 kWh à ce moment-là, seulement 3,7 pendant le cold crash, parce qu'on était déjà un peu plus bas en température, ce qui nous fait un total de 28,7. Donc on voit qu'il y a quand même des écarts qui sont non négligeables entre les deux, et on les quantifiera juste après. Quand on regarde les lagers, on va être un petit peu dans les mêmes, un petit peu dans le même profil. Nova Lager, on a besoin de la refroidir jusqu'à 20 degrés, donc ça consomme environ 22,2, 22,4 pour arriver jusqu'à 20 degrés. Puis la fermentation étant assez rapide, le temps cumulé total était de seulement 20 minutes. Le temps cumulé total d'ouverture des vannes était seulement de 20 minutes. Et, la consommation pour aller jusqu'au cold crash nous a fait consommer 4,3, ce qui fait 28,4 kWh consommés pendant cette fermentation-là. Et enfin, la Daimon, qui est la plus gourmande de toutes, elle fermente froid, donc il faut la refroidir beaucoup pour arriver jusqu'à sa température de fermentation. Elle fermente longtemps avec des activités qui sont assez éparses. Donc on a 73 minutes cumulées pendant la fermentation. Et bon, par contre, c'est vrai qu'il faut un petit peu moins d'énergie pour la descendre à 2 degrés. Mais on a quand même un total en cumulé de 32,3 kWh. Donc, si on regarde un petit peu les maths, pour une ale, la différence d'énergie, la différence de consommation d'énergie entre les deux, elle est de l'ordre de 15,4%. Et quand on regarde par rapport à au batch qui a été produit, en fait, ça correspond aux alentours de 0,9 kWh par hectolitre produit.
Pour les lagers, on est un petit peu plus bas, la différence se fait un peu moins sentir. On est autour des 12%, ce qui fait une économie de 0,77 kWh par litre. Je vous laisse voir en comparant ces chiffres-là par rapport à votre brasserie. Mais un truc qui peut être. J'ai fait les calculs pour une brasserie de 1000 hectos parce que j'avais pas envie de me fatiguer. Et, et pour 1000 hectolitres, pour une brasserie qui ferait 1000 hectolitres par an, donc ça correspond à peu près à deux fois le Tour de France, à la consommation d'une voiture électrique qui ferait deux fois le Tour de France en voiture électrique, quoi. Donc ça fait des économies d'énergie qui sont pas négligeables. Alors le calcul là, il a été fait par donc, vu que l'étude était faite par Heineken en a profité pour regarder la consommation que ça leur aurait, enfin, les économies d'énergie qu'ils auraient pu réaliser avec ça. Et en partant sur le même principe de voiture électrique qui fait le Tour de France, ils faisaient à peu près 800 fois le Tour de France. Donc, on n'est pas sur les mêmes économies d'échelle, hein, ça c'est sûr. Mais c'est intéressant de voir que voilà, qu'on soit une petite brasserie comme une grosse, c'est des économies qui sont toujours les bienvenues. Est-ce qu'il y a des questions sur cette partie-là, déjà sur les économies d'énergie via la sélection de souches, qui pour moi est vraiment majeure et qui aujourd'hui est hyper intéressante pour beaucoup de brasseurs et dont beaucoup de brasseurs m'ont fait part de leur intérêt surtout. Oui, je pourrais partager la présentation, pardon, j'avais pas vu la question de Mbrew. On partagera la présentation et dans tous les cas, la vidéo sera mise en ligne. Donc, aucun problème pour la récupérer. Va-t-on vers la suppression de souches chez l'allemand? Non, ben nous, on n'est pas là pour contraindre les brasseurs à, à se plier à un dogme spécifique qui est celui de l'économie d'énergie. Donc, donc non, non, on va pas limiter ces souches-là. Après, voilà, donc nous, on axe une partie de notre recherche et notre développement sur des problématiques d'énergie, d'environnement et tout ça, et pas parce que c'est la mode, mais parce que ça, ça nous intéresse. Et comme on a été tous brasseurs avant, on sait l'importance que ça a pour des brasseurs aujourd'hui. Euh, donc voilà, je pense que voilà, pour moi, c'est deux souches, Vos et Nottingham et Nova Lager, qui, euh, qui méritent au moins d'être essayées par les brasseurs. Parce que vous allez voir un petit peu le profil organoleptique que ça va. Parce que, bah, évidemment, si vous avez brassé toute votre vie avec Nottingham et que je vous demande de changer pour Voss, ça va peut-être pas forcément vous aller. Ou si vous aimez les lagers traditionnels et qu'on vous propose une levure hybride super innovante, ça peut être un peu en inadéquation l'un avec l'autre. Mais vous allez voir que d'un point de vue organoleptique, on est vraiment sur quelque chose d'assez similaire. Alors, quand on regarde un peu, donc ça c'est la comparaison, donc c'est encore toujours sur ce projet avec Cruz Campo. Donc ils ont fait avec leur panel de dégustation une description un peu organoleptique des deux bières qu'ils avaient brassées. Et alors on voit qu'il y a quelques différences. On voit qu'il y a quelques différences, principalement sur le côté très neutre qu'on peut avoir sur Nottingham. Euh, la Vos va être un petit peu moins neutre, va être un petit peu moins neutre, un petit peu plus fruité. Principalement, ça va être ça la grosse différence. Ça va être elle va faire un peu plus de fruits selon les conditions dans lesquelles vous les brassez. Si vous brassez au-dessus de 40 degrés ou si vous brassez autour des 35 degrés, là vous allez avoir des différences qui peuvent être significatives. Moi, d'expérience, je conseille plutôt d'utiliser autour des 39-40, vraiment d'être assez, de rester dans cette petite zone-là pour profiter de la vitesse de fermentation et en même temps, garder le profil aromatique. Ah, pardon, excuse-moi, je vois une question. Tuc, 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 tuc. La levure et la température de fermentation ont une grande influence sur le goût de la bière. Avec des levures qui fermentent à haute température, quel impact ça a? Et c'est parfait comme question parce que je suis en train d'y répondre. Impeccable. Donc voilà, donc comme je disais, un petit peu plus de fruits, donc côté fruits tropical, c'est là où on range en général le côté, le côté aussi un petit peu agrume. Donc voilà, donc ça peut avoir des notes un petit peu d'orange, écorce d'orange. C'est pour ça que ça donne un peu ce côté tropical. Une légère acidité supplémentaire en termes de ressenti. Mais voilà, moi ce que je trouve intéressant, c'est cette diversité-là. Alors que quand on compare un petit peu les deux souches de lager, là pour le coup,
je vous mets un peu au défi de trouver la différence, quoi. Sans blague à part, on a vraiment vu, quand on utilise Daemon ou Nova Lager, que si on veut faire quelque chose d'extrêmement neutre, d'extrêmement traditionnel, même avec cette souche hybride et très innovante, on peut arriver à quelque chose qui est exactement dans les clous, quoi. Quelque chose qui est très clean and crispy. Vous avez peut-être déjà entendu parler ces mots-là dans tous les podcasts américains. Mais voilà, c'est ce qui ressort en général. Donc, c'est des bières qui sont assez claires, assez propres, assez neutres, qui laissent pas mal de place aux céréales. Le côté crisp, c'est ce côté un petit peu qui est apporté des fois par le maïs ou par le riz, un petit peu sec. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Je trouve ça un peu difficile de traduire ces deux termes-là, mais quand on le goûte, on comprend très vite. Euh, donc voilà, principalement ce que je voulais vous présenter sur la gestion des énergies et l'importance du développement durable dans une brasserie. Je pense que les brasseurs n'ont pas une volonté particulière de détruire l'environnement en consommant plein d'énergie fossile et en mettant du houblon plus que de nécessaire dans leur bière et qui préfèrent acheter des matières premières de bonne qualité, d'avoir des bières qui sont cohérentes avec leur marché et qui leur permet surtout d'en vivre. Et que une fois qu'on a pris le temps, qu'on a réussi à prendre le temps de se poser les bonnes questions, on, on a quand même largement de quoi réfléchir et de quoi avancer. Et évidemment, c'est toujours plus pratique quand on a des partenaires avec qui on peut discuter, avec qui on peut se poser à qui on peut poser des questions et avec qui on peut partager tout ce qu'il faut. Et voilà, je vous remercie pour votre participation, votre attention, votre calme dans le chat. Mais faut pas hésiter donc à soit quand vous reverrez le replay, soit quand vous reviendrez, soit quand on se croisera sur un festival, à, à venir me voir, à poser des questions. Vous avez mon mail, vous avez mon numéro de téléphone. Je reste quelqu'un de très accessible. Et si vous avez des questions, c'est le moment. Et voilà, je sais pas si Vincent, tu voulais faire un petit mot de fin. Je vois que tu arrives pile à ce moment-là. Non, mais écoutez, on va attendre encore une minute si au cas où des personnes souhaitent s'exprimer. Euh, je peux même vous réactiver vos micros si vous le souhaitez. En tout cas, merci beaucoup, Joanne, pour cette présentation. On la rediffusera hein, donc sous 48 heures du fait des problèmes techniques et pour les personnes qui se sont connectées un peu en retard ou qui n'ont pas pu se connecter. Et puis, de toute façon, on se voit au Salon du Brasseur notamment. Je pense que tu as même des événements, toi, avant, peut-être, Joanne. J'ai vu que vous avez été Ouais, on a. partenaire. Non, là, on est à Nantes sous Et- pression. Si jamais il y en a quelques-uns que j'ai croisé là-bas, j'ai vu qu'il y avait Thibaut, par exemple, qui s'était inscrit. Euh, Non, ouais, je pense que c'était très chouette comme festival. Il faut pas hésiter à continuer à participer à des événements comme ça, que ce soit des festivals de bière, mais aussi des salons plus professionnels où on peut s'instruire. Je pense que le salon du brasseur, c'est aujourd'hui encore un des plus grands salons en France. Ouais, je pense qu'il se débrouille pas mal au niveau européen en termes d'affluence et de participation. Ce serait quand même dommage qu'on n'ait pas un digne représentant de la filière brassicole en Europe qui puisse aller concurrencer avec la Brobéviale. Non, on va peut-être pas aller jusque-là. Mais ouais. Absolument. J'ai Juste, d'ailleurs mis dans le chat un lien, hein, si vous souhaitez avoir une invitation gratuite, hein, vous pouvez suivre ce lien, je le remettrai dans un courriel que je vous enverrai à tous. Et je vois qu'il y a une question de Xavier, justement, donc voilà, je te laisse y impeccable. répondre. Alors, les graphiques de température de fermentation montraient les levures basses débuter à 11 degrés. Est-ce qu'il y a une phase d'adaptation, développement à 20 degrés avant pour ce qui est des levures sèches de chez l'allemand? Non, pas forcément. Non, moi, c'est pas quelque chose que j'ai fait, que j'ai fait fréquemment ou que j'ai pu voir, que j'ai pu voir. C'est comme un petit peu la réhydratation, c'est des choses qui sont pas forcément nécessaires. Mais
quand tu dis d'adaptation et de développement à 20 degrés, en gros, ce serait d'envoyer les levures à 20 degrés et ensuite de les refroidir. En général, c'est que je suis toujours un peu frileux comment dire, à limiter les, super. Je suis toujours un peu frileux à limiter les levures pendant la fermentation. Bah, il y a deux raisons pour moi. C'est déjà, si on leur met un coup de froid dans les dents alors qu'elles sont en pleine début de fermentation, ça risque de casser les dynamiques dans le fermenteur, de casser un petit peu de casser un petit peu voilà les mouvements qu'il peut y avoir et faire tomber faire un peu floculer les levures et diminuer leur activité. Et en plus de ça, si tu montes vite en début de fermentation, donc à 20 degrés, tu vas avoir une phase de croissance de la levure qui va être plus élevée, et c'est à ce moment-là que tu vas produire tous les esters. Je sais plus si c'est avec toi qu'on en discutait, mais ouais, c'est dans cette phase-là, tu vas produire beaucoup d'esters, et le côté fruité sur une lager, c'est peut-être pas forcément ce que recherchent la plupart des brasseurs. Moi, j'ai plutôt tendance à envoyer la levure à 10-11 degrés et mettre la consigne à 12 degrés pour la laisser tranquillement remonter en température d'elle-même et ensuite faire sa petite fermentation et sa petite vie sans trop la, sans trop la choquer. Après, peut-être qu'il y a des méthodes traditionnelles de repitch de levure liquide ou de réutilisation que je connais beaucoup moins. Mais, euh, mais écoute, si jamais tu as des infos que je n'ai pas, c'est toujours, c'est toujours un plaisir d'échanger là-dessus. À 20 degrés mini. Ok, ok. Non, moi, c'est pas quelque chose que je ferais. On peut revoir juste les diapos. Hop, hop, hop. Sur la fermentation. Ça, c'était. Ouais, voilà. Donc, Tu vois, tu non, as non, non, c'est vraiment. également une Ouais, j'ai question vu. de la brasserie Sainte-Croix. Ouais. Ouais. Nickel. Je voulais juste finir sur ça pour vérifier que les températures étaient bien à 10, à 11-12 degrés à ce moment-là. Euh, donc, du coup, tu disais brasserie de la Sainte-Croix. Oui, je vois. Ah oui, il a posé deux. Ouais, c'est bon. Je l'ai. Parmi les enzymes et les autres outils à utiliser pour notre optimisation de consommation, doit-on les afficher dans la liste des ingrédients? Non, pas forcément. C'est considéré comme des auxiliaires technologiques et non pas comme des ingrédients. Parce qu'en fait, c'est des produits qui vont pas rester dans la bière à la fin. Si tu regardes par exemple les clarifiants, on n'a pas trop parlé de la partie clarification, mais quand tu rajoutes des produits à base de silice, ben, ça va agglomérer les levures, voire certaines protéines selon ce que tu utilises, et tout faire tomber au fond du fermenteur. Et ensuite, quand tu vas débourber, t'auras même pas de traces de ta silice dans ta bière conditionnée. Donc la plupart n'en sont pas considérés comme des ingrédients. Après, voilà, si tu rajoutes des antioxydants, des stabilisants, comme le sorbate de potassium ou quoi, là, t'es obligé de les mettre parce que justement, ils restent, ou des sulfites, ils restent dans ta bière à la fin. Que penses-tu de laisser les vannes ouvertes pendant les 24 premières heures de fermentation? Moi, je suis plutôt. Ça dépend de ce que tu veux faire. Euh, la, sur sur ta fermentation. En fait, quand tu vas laisser la vanne fermée, il y a quelques brasseurs qui mettent un petit peu de pression dans leur fermenteur dès le début de la fermentation. Alors, oui, déjà, tu peux évacuer certains composés aromatiques, mais c'est plutôt, pour moi, dans la contrainte de fermentation que tu vas impliquer. Parce que tu vas mettre une pression sur ta levure à un moment où elle n'a pas forcément besoin de stress. La pression, c'est du stress, et quand tu as trop de pression, ça va l'empêcher d'avoir de la croissance normale. Donc, c'est bien parce que tu vas avoir un profil un peu plus neutre, tu vas avoir moins d'esters qui vont être produits, euh, mais par contre, tu auras moins de biomasse dans ton fermenteur. Donc c'est un équilibre à trouver. Si tu veux faire une effet Weizen, par exemple, vaut mieux, comme tu dis, laisser ouvert pendant au moins 24 heures pour lancer la fermentation. Hop, je vois qu'il y a une question de Xavier. Tac, 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 tac. En lien avec le refroidissement après fermentation, on entend souvent parler de passer par un demi-cold crash à 7 degrés, puis laisser les floculines se développer et permettre aux levures de s'agglomérer et de mieux floculer. Là, pour le coup, j'ai pas de données techniques qui viennent d'études comment dire, assez vérifiées pour donner un avis là-dessus.
c'est des choses aussi que je vois pas mal en brasserie. C'est du retour d'expérience que tu peux avoir qui va de brasseur à brasseur. Je sais que ça se fait pas mal, comment dire, quand tu veux faire des doubles dry hop, par exemple, dans certaines IPA, tu vas faire un premier cold crash autour des 10 degrés pour récolter la levure. Déjà, dans un premier temps, ça te permet de la récupérer, de la réutiliser si tu en, as la possibilité. Donc, ça veut dire que tu as bien quand même un pouvoir de floculation avec ça. Mais voilà, ce qui est des floculines qui se développent et pour permettre de faire une meilleure agglomération, ça, pour le coup, je saurais pas te dire. Mais voilà. Eh bien, merci beaucoup, Johan. Merci à toi. Merci à On se tous. retrouve très prochainement pour un autre webinaire, j'espère. Et puis, on retrouve les brasseurs sur B2Beer. Vous pouvez poser vos questions à tout moment, hein, via les formulaires de contact, hein, d'ailleurs, ou directement via le courriel que vous avez donné, Johan. Et puis, donc, prochain événement, Salon du Brasseur. On espère vous y retrouver. Et puis, faites-nous part également de toutes les créations que vous pourriez faire avec les levures l'allemand. Ça nous intéresse. Et voilà. Et en tout cas, merci à tout le monde pour votre participation. Et un énorme merci à Joanne pour cette belle présentation. Je te laisse le mot de la fin, Joanne. Ah, nickel. Mais merci, ouais, bah, encore une fois, merci de la participation, merci pour tout ça. Donc, comme je disais, je suis joignable assez facilement, réseaux sociaux, mail, téléphone, voilà, toutes ces choses-là. Et juste, si j'avais un dernier mot de la fin, ce serait sur sur la nouvelle souche qu'on a sortie, la Pomona, qui est une souche qui est spécialisée dans les IPA, dans les IPA bien easy, et j'espère que ça pourrait faire le sujet d'un prochain webinar. Comme ça, je tease un petit peu. Bon, eh bien, merci à Impeccable. tous. Merci On vous laisse beaucoup. à vos brassins. À bientôt. Merci.